Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La Direction nationale des affaires religieuses et du culte sera très prochainement créée. L'annonce a été faite ce vendredi lors d'une rencontre entre les leaders religieux et le ministère de tutelle. Habib Khan nous donne d'amples informations. Aujourd'hui, nous avons invité nos partenaires. Nos partenaires, il s'agit des associations et des organisations confessionnelles musulmanes et chrétiennes. Chrétiennes composées de deux confessions, catholiques et protestantes. Aussi, nous avons invité les ONG confessionnelles des deux religions. Il s'agissait pour nous de changer sur la création de la Direction nationale des affaires religieuses et du culte. D'abord, il faut saluer le courage et l'engagement de son Excellence Alhaji Ibrahim Boubacar Keïta auprès des religieux. C'est lui, par sa vision de la religion, par sa vision politique, qui a aujourd'hui permis à ce qu'on aboutisse aujourd'hui à ce résultat, qui est non seulement la création de ce département, mais aussi la création de cette direction. Donc il s'agissait pour nous de changer avec les leaders religieux sur la création de ce département, de cette direction, les missions futures de cette direction, et leur donner cette information et demander aussi leur appui, leur soutien pour l'animation de cette direction. Et les missions auxquelles cette direction sera appelée, c'est des missions qui les concernent, donc ils doivent s'impliquer entièrement avec le département pour réaliser les objectifs. Nous sommes le côté administratif, mais la partie cultuelle, ce sont les confessions religieuses qui s'en occupent. Donc il s'agissait pour nous aujourd'hui de créer ce cadre, échanger avec eux, leur donner ces informations et demander aussi leur apport, leur participation pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Tellement important, vous savez, aujourd'hui, le cabinet à lui seul ne peut pas faire face au problème religieux qui est aujourd'hui un phénomène international. À tort, beaucoup de choses se font aujourd'hui au nom de la religion. Donc cette direction va permettre quand même de prendre en compte beaucoup d'aspects, pas seulement la direction nationale, mais il faut qu'il y ait aussi des services décentralisés, déconcentrés au niveau des régions, qu'il y ait des directions régionales aussi, qui seront proches des populations. Aujourd'hui, on parle de lutte contre l'extrémisme religieux, l'extrémisme violent. C'est la société civile qui peut nous aider à résoudre ce problème. Ce n'est pas un problème militaire. C'est un problème transversal, donc il faut que les populations soient impliquées et c'est à travers la direction nationale, à travers ces démembrements qu'on peut atteindre le maximum possible de populations. L'enseignement confessionnel également doit être organisé ou réorganisé. Il s'agit aussi de prendre en compte le problème des écoles coraniques qui est vraiment une casse-tête pour tout le monde aujourd'hui. Quand on voit des enfants dans la rue, qui passent des nuits dans des conditions lamentables, au lieu qu'ils soient dans des familles, dans des maisons, avec des parents. Aussi, il s'agit d'organiser et orienter, n'est-ce pas, les efforts des ONG confessionnelles qui posent quand même beaucoup d'actes, souvent qui est peut-être mal orienté. Il faut dégager des priorités et que cela soit inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons une politique nationale de lutte contre l'extrémisme, la déradicalisation. Donc la mise en œuvre de toutes ces politiques, la vision du département, la vision du gouvernement pour ce qui concerne les prêches, l'organisation des pèlerinages, tout ceci sera pris en compte par cette direction nationale. Et il y a beaucoup d'autres aspects, les œuvres philanthropiques, ce qu'on appelle les awqaf, les legs, comment organiser tout ça et essayer de voir dans quelle mesure on peut tirer profit et faire bénéficier la population de ces activités. Une mission du Conseil national de la société civile s'est rendue jeudi à Massina. Objectif, présenter leurs condoléances à la société civile locale après les incidents du mois dernier. Reportage Ousmane Sogoré et Ibrahim Koulibaly. Cette mission du Conseil national de la société civile à Massina fait suite aux douloureux événements survenus entre certains agriculteurs et éleveurs occasionnant des pertes en vies humaines. La mission a pour objectif de présenter ses condoléances aux familles des victimes
et au-delà, chercher les causes profondes de ces conflits. La société civile malienne a constitué une délégation pour se rendre à Massina et à Nyono, non seulement pour présenter les condoléances de la société civile malienne aux victimes des douloureux événements qui sont déroulés au niveau de Massina, et s'acquérir aussi des informations qui ont amené ces événements. Bon, mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que la mission s'est déroulée dans les normes. On a été, dans le premier temps, reçus par le gouverneur qui nous a briefé. Et avec nos représentants sur place de la société civile régionale, qui ont beaucoup travaillé dans le sens. Et à Massina aussi, on a été très bien reçus. On a rencontré les autorités qui nous ont vraiment édifiés. Et nous sommes à Nyono, où les autorités aussi nous ont reçus. Selon les informations recueillies sur place, l'amalgame, les rumeurs et les manipulations sont les causes principales de ces conflits. Cette mission citoyenne hautement symbolique est saluée à sa juste valeur par les autorités administratives de la localité. Bon, le déplacement du Conseil national de la société civile sur Massina s'explique suite au drame que nous avons vécu dans ce coin de la région. Les tueries qui ont eu lieu entre les éleveurs et les chasseurs. Ce déplacement, moi je l'apprécie hautement. Nous avons les membres du gouvernement qui ont passé. Nous-mêmes nous sommes rendus sur le terrain pour la sensibilisation, pour présenter les condoléances d'abord et puis sensibiliser toutes les parties. Les membres du gouvernement se sont rendus jusqu'à Massina pour mettre en place les structures administratives, les juridictions qui vont faire le travail d'enquête afin que ces actes ne restent pas impunis. Et si aujourd'hui le Conseil national de la société civile se déplace pour aller en direction de ces populations, d'abord les présenter les condoléances et tenir des messages tendant à apaiser les esprits, je pense que c'est un plus et je les encourage. Je les en remercie pour cette initiative parce que je pense que cela contribuera certainement à apaiser les esprits, à faire en sorte que les deux communautés puissent revenir l'une vers l'autre et qu'on puisse vraiment trouver une solution aux problèmes que nous vivons présentement. Bon, l'appel que j'ai à lancer, c'est qu'il peut y avoir des problèmes entre tous les membres d'une communauté, mais il faudrait à un moment donné se ressaisir et voir vraiment comment faire en sorte que le problème qui a été créé, on puisse le dépasser et continuer la vie en communauté comme par le passé. Si en Lonké, ces incidents du mois de février dernier ont fait plus de 6389 déplacés de Massina vers Nyono, cercle voisin. C'est pourquoi la mission a tenu aussi à les rencontrer. Le Mali et l'OIM ont ramené plus de 163 Maliens de la Libye. Ces rapatriés qui ont été accueillis jeudi à l'aéroport international Modibo Keïta ont été transportés vers les locaux de la protection civile. Reportage Kafouné Batili et Samba Traoré. Accueillis par les responsables du ministère des Maliens de l'extérieur, de l'OIM et de la protection civile, le groupe composé d'hommes, femmes et enfants a été rapatrié par Nouvelle Air A320, un avion affrété par l'Organisation internationale pour les migrations. Vu toutes les nombreuses difficultés auxquelles ils ont dû faire face en Libye, nos compatriotes se réjouissent de leur retour. Ce que je peux vous dire, Libye n'est pas du tout facile. On a trop souffert. Les gens que vous voyez là-bas, c'est des gens, on est différents. Tu vois notre tenue là, on était en prison là-bas. Donc ces gens sont venus par leur propre volonté, mais nous sommes des prisonniers. Vous voyez. Donc Libye n'est pas facile. On a fait 2 mois en prison là-bas. Donc aujourd'hui même, c'est notre 2e mois. Nous sommes venus aujourd'hui. Donc on a trop souffert même. Et ils sont partis cacher notre maison, nous faire sortir. Tous nos bagages sont restés là-bas, l'argent, tout. Tout est resté là-bas. Vraiment, je remercie l'autorité malienne. Je remercie beaucoup le président malien. Il nous a sauvés vraiment. Parce que nous souffrons beaucoup là-bas. Mais si on appelle l'autorité malienne
on dit que quelqu'un est en prison à Libye, ils n'ont qu'à précipiter les choses parce qu'on souffre trop là-bas, on nous frappe, on fait tout là-bas. Bon, nous-mêmes on ne sait pas pourquoi on nous arrête. Vraiment on ne sait pas. Parce que tout le monde savait que c'est que la Libye maintenant est en chaos. Bon, tous les Libyens maintenant ça ne va pas se user maintenant. Bon, je ne sais pas, pour moi c'est à cause de ça qu'ils arrêtent les gens. Bon, dans l'avion ça s'est passé bien. Parce que vraiment on nous a accueillis dans les bonnes conditions. Le gouvernement malien et ses partenaires ont tout mis en œuvre pour faciliter ce rapatriement. Nous sommes là pour accueillir au nom du gouvernement nos compatriotes qui étaient en détresse en Libye. Donc ce contingent dont vous parlez, ils sont 163 Maliens qui sont tous candidats au retour volontaire au Mali. Donc personne n'est expulsé. C'est vrai, sur les 163, nous avons 38 qui étaient dans des prisons. Et nous avons la chance d'avoir encore notre ambassade à Tripoli qui est rentrée en contact avec l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, pour négocier auprès des Libyens quand même, qui détenaient nos compatriotes pour les libérer. Donc à leur libération, ils ont jugé nécessaire de rentrer au pays. Et l'ambassade, sur instruction du gouvernement, a contacté l'OIM qui était disposée et disponible pour nous appuyer au retour volontaire de ces compatriotes-là. Et l'ambassade a lancé aussi un appel à ceux qui veulent la rentrer, qui sont en détresse, qui veulent la rentrer volontairement. Et sur la base d'interviews, ce nombre de 160 ont été atteints et un avion a été affrété dans ce sens par l'OIM sur demande du gouvernement de la République du Mali. Et c'est ce que vous venez d'accueillir aujourd'hui à l'aéroport international Modibo Keïta Bamako-Sénou. Bon, à ce niveau, l'ambassade œuvrera cela pour que ceux qui sont rentrés, s'il y a des possibilités de recouvrer les biens, parce que vous savez aujourd'hui la situation sécuritaire en Libye n'est pas du tout facile. Notre ambassade y est restée tout simplement pour sauvegarder les intérêts de nos compatriotes. Sans cela, ça allait être très encore difficile. Nous avons plein de compatriotes qui sont en Libye et qui sont en situation de détresse, qui sont vraiment engagés et qui veulent rentrer au pays. Donc je pense rentrer sauf et sain est le plus important pour le gouvernement. Les bagages, l'argent, tout ceci, je pense, l'ambassade œuvrera, elle est sur place là-bas, elle œuvrera à ce que des dispositions soient prises à cet effet pour voir avec les différentes milices ou les différentes personnes qui détiennent ces bagages-là pour que s'il y a une solution, que cette solution puisse être trouvée dans ce sens-là. Pour un rappel, ils sont au nombre de 166 à avoir regagné le Mali. De l'aéroport, ces rapatriés ont été conduits à la protection civile où ils seront recensés et ensuite raccompagnés dans leurs familles respectives. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors de nos frontières et une compilation signée Moussa Fomba. En Côte d'Ivoire, l'audition des 10 accusés du procès des disparus du Novotel s'est achevée ce jeudi 2 mars. Ces hommes, militaires ou miliciens fidèles à l'ancien président Laurent Gbagbo, sont accusés d'avoir enlevé 4 hommes, dont 2 Français, dans un hôtel d'Abidjan, en pleine crise post-électorale, et de les avoir tués au palais présidentiel. Des inculpés qui, jeudi après-midi, ont fait face à la juge d'instruction française qui a mené conjointement l'enquête pendant 6 ans avec une consoeur ivoirienne. Patricia Simon a suivi les fouilles dans la lagune, organisé une reconstitution, écouté des témoins. Et selon elle, 3 des hommes sont morts roués de coups dans une arrière-cour du palais présidentiel. Le 4e a été achevé de balles de Kalachnikov. Des affirmations qui mettent en difficulté la défense. Pour la juge française, impossible que les victimes soient mortes dans un bombardement français ou onusien. Il n'y a pas eu de frappe sur le palais ce jour-là, dit-elle. Mais pour les avocats des accusés, ce témoignage n'a rien de crédible. On est fâché, disent-ils. La juge d'instruction française est venue lire peut-être un rapport de son instruction, mais c'est tout sauf un témoignage. Elle a énoncé des noms, elle a dit des choses qui vont en contradiction avec ce qui a été dit. Pour nous, c'est de la fiction qu'elle a faite. Fin de citation. La chancelière allemande Angela Merkel se rend vendredi à Tunis pour consolider la coopération avec ce pays d'Afrique du Nord, en particulier sur les dossiers d'immigration. Seconde étape d'une tournée régionale après l'Égypte, ce déplacement doit aussi être l'occasion de marquer le soutien de Berlin à l'unique pays rescapé du printemps arabe qui reste englué dans la morosité économique et sociale. D'ordinaire sans accroc, la relation entre l'Allemagne et la Tunisie s'est crispée après l'attaque au camion bélier des marchés de Noël à Berlin le 19 décembre
qui a fait 12 morts dont l'auteur présumé Anis Amouri, un jeune Tunisien, a ensuite été tué par la police italienne. Les autorités tunisiennes ont été accusées d'avoir bloqué durant l'année 2016 son rapatriement. Dans ce contexte, le premier ministre tunisien Youssouf Chahed s'est rendu mi-février en Allemagne, un déplacement qui a permis d'apaiser les choses selon une source officielle tunisienne. Avant cette rencontre avec Angela Merkel, Tunis avait dressé une fin de non-recevoir à Berlin sur l'idée de camps sur son sol pour accueillir des migrants sauvés au cours de leur traversée de la Méditerranée depuis la Libye. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été acquitté définitivement par la Cour de cassation jeudi au Caire dans un procès pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. M. Moubarak avait été condamné à la prison à vie en 2012, mais un nouveau procès avait été ordonné par la justice. Il s'agit de la dernière procédure judiciaire visant M. Moubarak. L'ancien président a été inculpé dans plusieurs affaires depuis son retrait du pouvoir en février 2011. Dans ce dossier, il a été accusé d'avoir incité au meurtre de manifestants pendant la révolte de 18 jours au cours de laquelle quelques 850 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police. M. Moubarak, 87 ans, a passé le plus clair de son temps dans un hôpital militaire depuis son arrestation en 2011. En janvier 2016, la Cour d'appel a confirmé une peine de 3 ans de prison pour Moubarak et ses 2 fils dans une affaire de corruption. Mais la peine prononcée tenait compte du temps déjà effectué en prison. Ses 2 fils, Allah et Gamal, ont été remis en liberté. Avant la révolte, Gamal avait été longtemps pressenti pour prendre sa succession à la tête de l'Égypte. En République démocratique du Congo, un mois après la mort de son leader Étienne Tshisekedi et après plus de 10 jours d'âpres négociations, le rassemblement de l'opposition a finalement désigné sa nouvelle direction. Au lieu du seul président du Conseil des sages, cette coalition de l'opposition dispose désormais de 2 présidents, une présidence politique et une présidence stratégique. Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant historique à la tête de la présidence politique, Pierre Lumbi, ex-ministre et favori de l'autre poids lourd du rassemblement à la tête du Conseil des sages. C'est donc pour la solution d'une double présidence qu'a opté le rassemblement, une façon de résoudre le casse-tête des ambitions des différentes composantes de cette coalition et notamment du G7 et de l'UDPS. Autre nouvelle instance, le comité de coordination, un poste qui pourrait être dirigé par Martin Fayoulou pour représenter cette fois la dynamique de l'opposition. Seront ensuite désignés 3 vice-présidents et 4 coordinateurs adjoints, de quoi trouver de la place pour tout le monde. Prochaine étape désormais, saisir les évêques médiateurs dans cette crise politique pour leur donner le nom du président du Conseil des sages, car selon l'accord du 31 décembre dernier, il doit prendre les rênes du Conseil national de suivi et proposer un premier ministre à Joseph Kabila et relancer ainsi tout le processus bloqué depuis le décès d'Étienne Tshisekedi. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.